Vous êtes toujours sur Djelia, notre histoire, notre héritage. Votre émission éducative qui vise à vulgariser l'histoire de l'Afrique. Suite à la trilogie sur Samori Touré, le génie militaire africain, souvenez-vous, je vous annonçais un entretien exclusif avec un invité de marque afin de faire un focus sur la dernière partie de la vie du souverain du Wassoul. Djelia, 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 Djelia. Docteur Siaka Traoré, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur de vous accueillir dans l'émission Djelia. Avant que l'on entre dans le vif de notre sujet, est-ce qu'il vous est possible de nous faire une présentation de votre personne? Je suis le docteur Traoré Siaka, historien militaire, ancien chercheur au département d'histoire de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, Bouaké, c'est la deuxième ville de Côte d'Ivoire. C'est ça. Je suis membre du LARSOC, c'est-à-dire que le laboratoire de recherche sur les sociétés et civilisations, et en même temps reste chef de la revue Les Cahiers du LARSOC. Merci pour cette belle présentation. Vous êtes très modeste, mais vous êtes évidemment un des spécialistes les plus incontournables sur le sujet de l'histoire militaire, du génie militaire, et donc de toute la spécialité que représente en fait toute l'historicité des plus grands génies de notre Afrique de l'Ouest. En tout cas, merci d'être là. C'est toujours un enrichissement pour notre émission Djelia d'avoir un regard historien avisé sur les thèmes que nous abordons. Alors D'accord. justement, dans notre thème d'aujourd'hui, en 1893, dans notre récit, il s'avère que nous abordons une chute de la capitale du souverain, Bissandougou. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette première amorce de la vie du souverain du Wassoulou? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Samori est un personnage assez complexe qui a laissé des traces indélébiles dans la conscience collective africaine. Vous parlez tantôt de Bissandougou. La carrière militaro-politique de Samori s'est étendue sur de vastes territoires africains qui constituent aujourd'hui l'actuelle Guinée, le Mali, ainsi qu'une grande partie de la Côte d'Ivoire, et même du Burkina Faso, parce qu'il a eu à opérer sur certains territoires du Burkina Faso. Bissandougou, c'était la capitale du Wassoulou, c'est-à-dire le premier empire que Samori a fondé, voilà, sur la terre de ses ancêtres. Voilà. Samori, je pense que beaucoup d'écrits, beaucoup de travaux de chercheurs l'ont éclairé, est guinéen, de commerçant. Il s'est retrouvé par la force du destin dans une armée. Il s'est forgé et le besoin est venu pour lui de créer un empire militarisé surtout. Et ce premier empire sera sur ses origines, c'est-à-dire la Guinée d'aujourd'hui, qu'on appellera l'empire Wassoulou. Et Bissandougou va constituer la première capitale du Wassoulou. Et pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, Bissandougou, c'est une petite localité située à 40 km au sud de Kankan, la ville de Kankan. Voilà. Donc Bissandougou, pour rappeler, c'est la première capitale de l'empire du Wassoulou. Maintenant, il y a des événements qui vont s'enchevêtrer et qui vont obliger Samori à quitter Bissandougou pour la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce que cette capitale, si chère à Samori Touré, a pu se faire? De quelle manière cette chute s'est produite? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le colonisateur, quand il est arrivé en Afrique, ils ont procédé de plusieurs manières. Ils n'ont pas commencé de façon frontale à attaquer les empires africains.
ils ont d'abord procédé par la diplomatie. Pour ce qui est de Samori, les premiers contacts avec les Français ont pu jauger, ont pu évaluer sa puissance de frappe. Ça a amené la France à signer des traités avec lui. Donc, il y a eu un premier traité en 1886, traité qui a été ratifié. Le traité qui a été ratifié en 1887. Et à partir de 1886-1887, la France qui est déjà installée au Soudan va signer un traité avec Samori pour délimiter des espaces vitaux. Voilà. Et dans ce traité, Samori va hériter ou bien va conserver la partie sud du Niger. Pour tout ce qui est de la partie nord du Niger et du champ de la France. Donc, cet élan impérialiste des troupes coloniales, cet élan impérialiste de la France va nécessairement provoquer une confrontation entre les deux entités. Parce que Samori, il avait une armée, et une armée, c'est pour se défendre. Ça va créer des chocs, ça va déclencher une guerre, et à partir de avril 1891, il y a la colonne d'Arlabose qui est aux portes du Cancan. Que sous les ordres du commandant d'artillerie Archina qui va entreprendre une colonne pour pouvoir attaquer Samori. Et en avril 1891, Bissandougou est passé aux flammes. Bissandougou, qu'il faut le rappeler, est le siège du pouvoir politique et militaire du premier empire de Samori. Est passé aux flammes en avril 1891. Et à partir de là, Samori ayant perdu le siège de son pouvoir politique et militaire, il va commencer à battre en retraite. Parce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'intrusion des Français dans le domaine de Samori va le priver de beaucoup d'atouts. D'abord, les voies d'accès à la Sierra Leone, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il commerçait avec la Sierra Leone, précisément à Freetown, pour se procurer des armes modernes. Donc, l'intrusion des Français va lui barrer cette voie stratégique. Donc, il n'a plus accès au marché des armes, le marché des chevaux au Soudan, il n'a plus accès au marché des chevaux. Donc, il va effectuer à partir de fin 1892, un repli stratégique vers la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Donc, pour rappeler, fin avril 1891, Bissandougou est pris par la colonne d'Arbalos. Mai-août 1891, les combats reprennent. Et grâce à la supériorité des troupes coloniales, Samori sera battu et il va entreprendre l'exode vers l'Est. Voilà. À la recherche d'un espace vital. D'accord. Alors, c'est intéressant cette partie. Parce qu'en fait, là, ce que tu viens de décrire, c'est en tout cas les raisons qui ont entraîné la chute de sa capitale et le repli du souverain. À ce moment-là, après les descriptions historiques, son repli, est-ce que son repli est considéré comme une défaite? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler de défaite? Au moment où Samori se replie vers la partie orientale de l'Afrique, vers l'Est. Là, c'est là qu'on entre dans le Second Empire? Oui, le Second Empire commence dès l'installation de son armée sur le territoire ivoirien. L'idée de Samori, c'était de se replier, continuer la lutte. Une guerre s'inscrit dans la durée. Oui. C'est pas une bataille, pas un acte spontané, c'est une guerre s'inscrit dans la durée. Et Samori était conscient de cela. Voilà. Il savait qu'il n'avait plus accès aux armes. Il savait qu'il n'avait plus accès au nécessaire pour sa cavalerie. Donc, il était obligé de se replier sans armes. Quand il se replie, il vient en contact avec la colonie anglaise de la Gold Coast. Là où il établit, là où il vient vers le centre ivoirien
vient vers la colonie de la Gold Coast. Il commence à établir des contacts avec les peuples qui font le commerce avec les comptoirs anglais. Et même avec le gouvernement anglais, il a essayé de s'équiper en armes. À partir de Dabakala qui va devenir la capitale de son second empire. Dabakala, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, à environ 200 km de Bouaké. Quand il va venir s'installer à Dabakala, d'abord, il va établir des traités stratégiques avec des peuples, surtout les peuples baoulés. Le peuple baoulé, c'est le peuple autochtone de Bouaké. C'est le peuple autochtone de Bouaké. Et ce peuple-là avait été en contact direct avec les comptoirs français installés sur la côte, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il fallait payer des munitions. Il y a des munitions qui remontaient sur cette voie. Et les Baoulés étaient chargés d'aller dans leur déplacement, dans leur activité commerciale, allaient se payer ces armes au niveau de Tiasalé et remontaient. Pour ce qui est de Kong, vous avez entendu parler de ses relations avec Kong. Quand il est arrivé, Kong, c'était une cité marchande. C'est une grande cité marchande. Et Samori a établi des relations commerciales avec Kong. Et par-delà Kong, des relations commerciales avec Bobo Dioulasso, qui est dans l'actuel Burkina Faso, pour se procurer un chevaux pour sa cavalerie. Donc, étant en Côte d'Ivoire, il va répéter le même système, va créer les mêmes conditions de l'émergence du premier empire. C'est-à-dire l'accès au marché. Oui, le marché. Oui, Bissandougou. Il va créer les mêmes conditions de l'émergence du premier empire à Bissandougou. Alors, sans vouloir te couper, docteur. Sans vouloir te couper. Non, honnêtement, là, c'est très intéressant ce que tu décris, parce qu'on se rend compte que, d'accord, il a perdu sa capitale. Il était dans son empire bien établi au Wassoulou. Les forces émergentes coloniales le poussent à se recentrer vers l'est. Donc, il change son centre de gravité. D'accord? Et là, à Dabakala, il s'établit avec sa nouvelle capitale et il crée un nouveau flux, donc à Kong, dans lequel il arrive à se réapprovisionner en ressources matérielles et en équipements pour pouvoir se remettre sur pied, pour pouvoir se remettre en selle, si je puis me permettre. Et donc là, ça veut dire que là, parce que lors de notre trilogie, on a parlé de sa capacité à s'adapter, de sa capacité à être mobile. Et là, on se rend compte que il a également la capacité de retrouver dans le chaos, parce que quand on se replie, c'est quand même une forme de tumulte, quoi. Là, c'est vraiment, c'est censé être désorganisé, mais lui, il réussit dans ce chaos à retrouver une nouvelle organisation. Comment fait-il pour quels sont sur quoi s'appuie-t-il pour réussir à reconstruire un autre État, un autre empire en si peu de temps et avec autant de contraintes? Mais c'est parce que sa survie en dépendait. Qu'est-ce qu'une armée sans armes modernes? Qu'est-ce qu'une armée sans ressources vitales? Qu'est-ce qu'une armée sans cavalerie? Voilà. Donc c'était une question de survie. Et Samori le savait. Il savait que pour résister, il faut une armée bien équipée. Ouais. Mais le génie militaire de Samori, on le verra par la suite, va au-delà de ça. Il n'a pas fait que tisser les relations commerciales avec les Anglais. Mais il a même tenté de mettre les Anglais et les Français en conflit entre les troupes britanniques de la Gold Coast et les troupes françaises, coloniales françaises. Il a fallu de peu. Mais on va revenir là-dessus. On va arriver à cette période. Tu nous as parlé de la fameuse ville de Kong, d'accord? Dans un de tes articles, dans la revue d'histoire méditerranéenne, tu nous parles de la fameuse colonne de Kong, d'accord? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette ville et avec l'empire colonial français, il y a eu un enjeu important? Quel a été l'enjeu important dans cette fameuse colonne de Kong, justement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de 1889, le Congrès de Berlin a défini les règles pour s'approprier un territoire. Voilà.
Contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, le Congo du Belge n'a pas partagé l'Afrique. Mais C'est très elle n'a pas important de le partagé rappeler. l'Afrique. Important. Elle n'a pas partagé l'Afrique, mais par contre, elle a édicté les conditions pour pouvoir s'approprier un territoire. Des règles pour pouvoir commercer et pour pouvoir s'arroger, pour pouvoir s'attribuer la paternité ou bien l'exclusivité sur un territoire. Les règles du jeu, quoi. C'est règles du jeu. exactement ça, quoi. Pour qu'un territoire puisse revenir à une puissance impérialiste, il faut d'abord qu'il y ait des traités avec les chefs locaux. Donc, si moi l'Afrique c'était un champ, si moi je veux m'attribuer un territoire, un espace, je dois montrer l'accord que les peuples autochtones sont d'accord à travers un traité que j'ai signé avec ces peuples. D'accord. Ok. Le premier à signer des traités avec l'assentiment des peuples est d'office, garde d'office l'exclusivité politique, commerciale avec ce territoire en question. Donc il possède le territoire. Ouais. Il suffit d'avoir un accord avec un chef local pour posséder un territoire. C'est ce que tu me dis là. C'est ça. Et au sortir de Congo, vous allez voir que ça coïncide avec beaucoup d'expéditions. Beaucoup d'expéditions. Français et Anglais vont entreprendre beaucoup d'expéditions quittant les côtes pour aller à l'intérieur des territoires africains pour pouvoir parlementer avec les chefs locaux en vue de signer des traités. Et c'est dans cette mouvance que Bengué arrive à Congo en 1889 et il signe un traité de protection. D'accord. Tu peux répéter le nom de la personne que tu viens de citer, Bengué? C'est dans cette mouvance que le capitaine d'infanterie de marine, Louis-Gustave Bengué, D'accord. arrive à Congo en 1800. Il est parti du Soudan. Il arrive à Congo en 1889. Il signe un traité avec l'un des dignitaires de Congo en la personne de Karamoko-Woulé. Donc 1889, Congo bascule dans le giron français à travers un traité de protectorat. En 1889, d'accord. 1889. C'est avant la prise du Second Empire. Et donc, Oui. en tout cas, le moment où Samori a investi la commune de Congo et en a fait une commune de son Second Empire. On est bien d'accord. 1889, Samori est encore dans l'Ancien Empire. Bien Voilà. sûr. Mais je suis en train de vous donner les origines de Oui. l'intervention militaire française. Oui, c'est pour qu'on puisse en suivre Parce que- tous. Voilà. On parle de 1889, Congo bascule dans le giron de la France. Et à partir de 1893, la Côte d'Ivoire devient une colonie française. Voilà. On accède au statut de colonie française. Voilà. Mais avant 1893, nous étions considérés comme des établissements commerciaux. Pour pouvoir permettre des flux commerciaux, des caravanes qui viennent, pour pouvoir ouvrir Congo au port. Le port qui était à Grand Bassam en vue de favoriser le commerce européen. Donc, 1893, Montel est marchand. En parcourant le pays, il va croiser l'armée de Samori en plein exode. Donc, 1893, pendant que Samori se déplace dans le Second Empire, il y aura un croisement entre Samori et Marchand qui est en train de monter avec une soixantaine de tirailleurs sénégalais. Donc, Marchand alerte Paris. Il alerte Paris. Quand il voit les groupes de Samori, il alerte Paris. Il remonte jusqu'à Tengrela et à partir de Tengrela, il rédige un courrier et il envoie ça à Grand Bassam où se trouvait le gouverneur. Attention, je viens de voir des vagues de migrants de Samori qui sont en train d'affluer vers le centre de la colonie. Donc ça, c'est le premier courrier. Il arrive à Tengrela. Là, nous sommes en juillet 1893 et en décembre 1893, Marchand est à Congo. Et au port de la ville de Congo, Congo est protectorat de la France depuis plus de 5 ans. Il arrive à Congo et là encore, il voit encore des ambassades, il voit encore des envoyés de Samori à Congo, installés à Congo. Donc, il y a eu un entretien entre Marchand et Karamoko-Woulé. Selon certains historiens,
ces marchands qui auraient conseillé à Kramaoulé d'écrire un courrier pour demander le secours de la France. Par contre, d'autres historiens disent que non, c'est Kramaoulé, de son propre chef, qui a écrit un courrier adressé à la France pour demander l'aide militaire. Parce que Samori, contre l'envahisseur qui était Samori. Voilà. Tout compte fait, un courrier a été écrit et le courrier a été transmis à Grand Bassam, qui était la capitale politique de la colonie de Côte d'Ivoire. Et le courrier est remonté. Le courrier est remonté jusqu'au ministère. Et à partir de là, la France qui voit, que bien sûr qu'il y avait des intérêts, impérialistes, mais joue sur les accords de protection avec Kong. Kong est menacé, Kong demande notre secours, on doit intervenir. Donc voici l'un des facteurs de l'intervention de la colonne de Kong. Maintenant, comment la colonne a été montée, elle s'est composée de quoi? Là aussi, c'est une autre paire de l'histoire. Mais justement, quel était l'objectif de cette colonne? Là, on est environ en 1894. Samori Touré est bien établi dans son second empire, d'accord, avec les conditions qu'il a pu obtenir dans le délai et dans les contraintes. Quel a été l'objectif de cette colonne militaire qui a été orchestrée par la France à cette époque? Alors, il faut savoir, comme je dis, le premier argument qui a été développé par la France, c'était de voler au secours de son protégé qui était Kong. D'accord. Son protégé qui était Kong. Mais il fallait aussi chasser sans mourir de l'interland ivoirien. Et le deuxième argument, c'était de l'empêcher, là c'est beaucoup important, c'est d'empêcher Samori d'établir une connexion avec les Anglais. C'était de l'empêcher d'établir une connexion avec les Anglais de la Gold Coast. D'accord. Voilà. Parce que à ce moment, il y avait une rivalité entre la France et l'Angleterre pour pouvoir s'arroger le maximum de territoire dans l'Ouest africain. D'accord. Et quels moyens la France a-t-elle mis en œuvre pour parvenir à ses fins? Parce qu'on parle de colonne militaire, dans ton article, tu nous parles de moyens mis à disposition. Apparemment, ça a été vraiment un enjeu important pour l'État français à cette époque. Donc, on a plus de 218 tirailleurs Hausa qui vont quitter le Dahomey pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Il y aura plus de 610 Bénin. Il y aura plus de 610 tirailleurs qui vont quitter le Sénégal et la jonction va se faire au niveau d'Abidjan. Donc, pour finir, la colonne de Kong a mobilisé près de 2000 soldats. 2000 soldats venant des 4 horizons de l'Empire français. Voilà. C'est fort. Oui, ça dénote un peu de l'enjeu que représentait le Kong et de l'enjeu que représentait des menaces que représentait Samori. 200 000 soldats avec de la logistique. La logistique, on a les mulets qui ont été embarqués. Il y a 150 mulets qui ont été embarqués sur le Kabyle au niveau de l'Alger, à Alger. On aura 50 mulets et une soixantaine de chevaux qui vont embarquer au niveau de Casablanca, sur le Richelieu. Et tout cela vont converger sur la Côte d'Ivoire. Donc imaginez un peu le balai de navires déversant des troupes venant des 4 horizons de la côte. Là, nous sommes en juin. De juin à septembre 1899, le port de Grand Bassam sera le théâtre d'un balai incessant de troupes venant de divers horizons de l'Empire français pour remonter dans l'intendant ivoirien et combattre un seul homme, Samori Touré. Exactement. C'est la question que je voulais te poser. C'est quand même extraordinaire. L'État colonial français à cette époque a vraiment mis les moyens pour pouvoir démanteler et assommer le souverain du Haut-Niger. Dans la mesure où initialement la colonne du Haut-Bangui, donc en actuelle Centrafrique avec le commandant Monteil,
a été complètement déporté. Des soldats donc du Dahomey, des tirailleurs sénégalais, également des têtes des ovins qui viennent directement de tout le haut du Sahara pour converger vers un seul homme et son second empire, le génie militaire africain Samori Touré. Mais il y a un événement qui est important, c'est qu'il y a eu une tentative de Montel de parlementer avec Samori. Montel est parti, il a discuté avec Samori. Il y a un courrier de Samori que j'ai pu consulter à Marseille, aux assises d'Aix-en-Provence, où Samori revient sur cette partie de son histoire. Samori dit dans ce courrier, qui est actuellement aux archives d'Aix-en-Provence, près de Marseille, il dit dans ce courrier que quand Montel est arrivé, Montel lui a dit de laisser les armes et de retourner dans son pays. De baisser les armes et de retourner dans son pays. En fait, le courrier était adressé à Benji. Il abandonne le combat. Et il avait confiance en son armée. Confiance en son armée. Il savait qu'il pouvait tenir. On a près de 1000 personnes. 1000 personnes du camp français et près de 3000 personnes du camp de Samori. Armés jusqu'aux dents. Là, nous sommes en février 1895. Mais lors du camp Montel, quand les combats vont atteindre une certaine intensité, et au regard de certains problèmes que j'ai évoqués, c'est-à-dire la ligne de communication qui est assez étirée, oui. Les difficultés pour le matériel, pour l'évacuation des blessés, le matériel de guerre pour leur parvenir, vont faire que la colonne va s'enlisser. Et Montel aura la vie sauve grâce à son aide de camp. Il a été blessé à la jambe lors d'une des batailles avec Samori. Et il a fallu son aide de camp pour le transporter hors du champ. Donc, il a failli perdre la vie. Samori a défait la colonne du Congo. Alors, malgré les millions de francs et les plus de 2000 hommes qui ont été dépêchés, Samori a réussi à défaire la colonne de Congo. Il a battu à plate couture la colonne de Congo. Et Montel a eu la vie sauve. Mais quelle victoire! Quelle victoire! L'empire colonial a dépêché toutes ses ressources, tout point de vue confondu, pour défaire le souverain dans cette commune de Kong. Et malgré cela, Samori Touré a réussi à la défaire. Mais comment il a réussi à faire cela? Et grâce à la performance de son armée, l'une des puissances de l'armée française, l'armée coloniale française, c'était l'usage du canon. Le canon était une arme spécifiquement européenne. Les armées autochtones africaines n'ont jamais su utiliser le canon. Même dans les armées européennes, le canon on appelait l'arme des savants. Parce qu'il faut calculer la latitude, il faut calculer tel champ de tir, à quelle vitesse, la vitesse du vent. Ça demande beaucoup de connaissances techniques dans le domaine militaire. Donc, l'une des puissances de la France, c'était les canons. Mais Samori a réussi à se protéger des canons. Grâce à sa mobilité, il a réussi à protéger. Donc, la colonne de Congo va battre en retraite. Un exemple qui illustre la difficulté au niveau des communications, c'est que quand le ministre Émile Chotan, quand Émile Chotan va voir le ministre de la colonie Chotan, il aura vent que la colonne s'enlise. Il va rédiger une dépêche ministérielle pour dissoudre la colonne. La dépêche sera envoyée en février 1894. Mais la dépêche va mettre près de 1 mois pour arriver à Montel. C'est-à-dire qu'en mars, Montel ne sait pas, jusqu'à présent, étant sur le front, Montel ne sait pas que la colonne est dissoute depuis 1 mois. Imaginez les difficultés en termes de communication. Bien sûr. Donc, c'était ça aussi la guerre coloniale. Donc, quand Montel aura l'information sur le front que la colonne est dissoute 1 mois après l'émission, il va battre. On lui demande de replier avec le restant des troupes. Jusqu'à la colonne. Alors, la colonne de Congo, je voulais insister là-dessus, est un événement important
pour l'armée ivoirienne. Mhm. Parce que la colonne de Conques, c'est à partir de la colonne de Conques que l'armée d'occupation va s'installer sur le territoire ivoirien, avec toutes les spécialités que nous connaissons aujourd'hui. Ils devront établir un état-major, toutes les spécialités que sont l'infanterie, l'artillerie, le service de santé militaire, les tendances militaires, le génie de colonie. Toutes ces spécialités d'une armée moderne s'installent en Côte d'Ivoire à partir de 1895 et elles y resteront jusqu'à aujourd'hui. Jelia, 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 Jelia.